Bonjour à toutes et à tous. Je suis content de vous accueillir dans ce cours de fiscalité des entreprises. La version vidéo de ce cours que nous regardons ensemble est divisée en petites séquences à voir ou à écouter comme un cours normal. Cette version est en quelque sorte une doublure du cours en présentiel. Elle a été conçue au cas où l'épidémie de Covid-19 se prolonge et entraîne soit mon indisponibilité, soit l'indisponibilité de certains étudiants, ou même encore la fermeture physique de l'établissement. Le cours en vidéo, hein, de même que le cours normal, ainsi que les différents autres supports et documents remis aux étudiants ou mis en ligne ou déposés sur la plateforme pédagogique, font partie intégrante, naturellement, du cours et donc des contrôles des connaissances de la matière. Alors, comme il est traditionnel, on va commencer ce cours par une introduction. Avec quelques éléments que je souhaite vous indiquer ou vous rappeler le cas échéant, sur la fiscalité. Bon, c'est une matière nouvelle hein, qui s'inscrit bien dans les études de gestion et de commerce. C'est la matière en fait qui traite des impôts. Alors on détaillera un peu plus loin dans la première partie du cours ce qu'on entend plus précisément par impôt. Avant de commencer, hein, quand même, juste quelques mots, mais très très rapides en quelques secondes sur la fiscalité et le droit. Beaucoup d'étudiants ont des appréhensions par rapport à la fiscalité en assimilant la fiscalité à une matière juridique. Alors c'est pas faux, mais pour essayer de simplifier cette question en 2 secondes, je voudrais simplement les rassurer, ou rassurer ceux qui ne sont pas toujours à l'aise avec le droit. Les rapports entre la fiscalité et le droit sont une question un tout petit peu complexe, mais je dirais que la fiscalité se sert du droit. Mais elle se sert aussi de la politique, elle se sert aussi de l'économie, elle fait du lobbying, elle joue sur des rapports de force. Donc la fiscalité utilise le droit comme un outil hein, au sens étymologique, mais ça n'est pas vraiment du droit. On aura l'occasion hein, de s'en apercevoir dans le cours, et en particulier quand on regardera au début ensemble un certain nombre d'aspects, par exemple le code général des impôts, qui est un véritable fatras très, très difficile à consulter, pas du tout ordonné, où on n'a pas de définition des aspects essentiels. Alors ça, on retrouve ça aussi dans le droit quelquefois. Mais disons que le droit est plutôt une matière ordonnée. Et vous verrez que la fiscalité n'est pas du tout ordonnée, et on va voir ça tout au long du cours, et on va voir ça même tout de suite. Voilà, c'était un petit point pour rassurer les étudiants qui le souhaiteraient, ou peut-être les inquiéter d'ailleurs, puisque c'est aussi le fait que la fiscalité ne soit pas du droit, c'est aussi un élément de complication. Il va falloir aller chercher des choses ailleurs que dans les textes proprement dits. Tout n'est pas écrit, et ça, c'est aussi l'intérêt de la matière, mais son danger, notamment pour les entreprises. Voilà, alors, premier point qu'on voit sur notre diapositive, la fiscalité est partout. On en fait, ou on la subit, ou on en bénéficie sans forcément le savoir. Tout petit déjà, vous avez payé, nous avons payé des impôts dès qu'on a pu dépenser un peu d'argent de poche pour acheter tel ou tel bien ou tel service, alors que ce soit en restauration rapide, enfin pas toujours si rapide que ça d'ailleurs, mais en hypermarché, dans les magasins de jouets, de sport, de vêtements, d'informatique, selon nos âges, hein, la différence entre les enfants et les adultes, comme disent les Britanniques, c'est le prix de leurs jouets. Donc, on a toujours des magasins de jouets, mais c'est pas les mêmes. Donc, on dépense, on achète et on subit de la fiscalité sans le savoir. Pour acheter une baguette de pain, par exemple, un croissant, un ticket de transport, de bus ou autre, un billet d'avion, une clé USB, un smartphone, un ordinateur portable, tout ça, il y a de la fiscalité. La fiscalité, tous ces biens et services sont des vecteurs d'impôts.
Ça, c'est un point important ici, par exemple, dans les exemples que je viens d'évoquer, très très rapidement, ben, c'est la taxe sur la valeur ajoutée qui va être la TVA, donc qui va être supportée sur toutes ces actions de commerce qu'on a vues. Et puis éventuellement l'octroi de mer. Alors ça peut être gênant aussi pour une entreprise, et on va le voir, c'est le cœur un peu de la fiscalité des échanges. On l'évoquera en fin de cours si on a un peu de temps. C'est qu'en fait, comme l'entreprise et le commerce fonctionnent sur une notion simple d'acheter pour revendre, c'est la définition de base d'ailleurs, l'article L110 du premier article du Code de commerce, pour faire simple, eh ben, à chaque fois qu'on achète ou qu'on revend, on paye des impôts. Alors, j'ajoute sur cet aspect-là, sur ce petit point, qu'il y a d'autres techniques fiscales hein, qui permettent de prélever des impôts, et pas uniquement la TVA, mais qui se servent des services ou des biens comme vecteur de fiscalité, comme on dit. Par exemple, quand vous faites couler de l'eau au robinet ou lorsque vous allumez l'électricité, ben, vous payez des impôts un peu particuliers, en plus de la taxe sur la valeur ajoutée. Alors, maintenant aussi, toujours dans cet aspect d'universalité, de dire que la fiscalité est partout, depuis 2019 en France, ben, les salariés et les travailleurs indépendants ben, sont soumis à un prélèvement à la source de l'impôt sur leurs revenus. On n'évoquera pas cette question pour les salariés, on regardera un tout petit peu pour les travailleurs indépendants dans le cadre de ce cours de fiscalité des entreprises. Alors, quand je dis que la fiscalité est partout, c'est pas uniquement pour se faire plumer ou pour payer des impôts, c'est qu'on bénéficie de la fiscalité sans toujours le savoir. Quand je dis qu'elle est partout et qu'elle est quelquefois invisible, eh ben, par exemple quand nous utilisons pardon, une route, une école publique ou privée ou sous contrat avec l'État, un hôpital, lorsque nous sommes protégés par la police, la gendarmerie, les pompiers, lorsque nous recevons une allocation logement ou une bourse d'études, eh ben, il y a de la fiscalité derrière. Cet argent qui est utilisé dans ce cas-là, il est bienvenu de la fiscalité et maintenant aussi, malheureusement, de l'endettement. Deuxième aspect, qui est d'ailleurs complémentaire du premier, deuxième point, la fiscalité a plein de formes différentes, a plein d'apparences. Et pour s'y retrouver, il est d'usage de distinguer les impôts sur les revenus, les impôts sur la dépense et les impôts sur le patrimoine. Je le dis tout de suite, nous, on va se consacrer dans ce cours, on va surtout cibler les impôts sur les revenus, et les résultats ou les bénéfices des entreprises. Et on va évoquer un tout petit peu les impôts sur la dépense. Alors, les impôts sur les revenus ou les résultats ou les bénéfices des entreprises sont en pratique des impôts qui portent sur les résultats financiers d'une activité conduite par des personnes physiques ou des personnes morales au cours d'une période donnée, généralement l'année civile ou éventuellement une année de 12 mois glissants. Par exemple, en France, l'impôt sur le revenu des personnes physiques, l'IRPP, ou l'impôt sur les sociétés et les autres personnes morales, l'IS, sont en substance des impôts sur les revenus ou les résultats. Ils sont en effet liés aux revenus actuels, revenus de toutes origines perçus dans l'année, moins des charges déductibles, ou bien chiffre d'affaires moins des charges d'exploitation et d'amortissement. Et donc, ces impôts-là nécessitent une identification des personnes physiques ou morales qui doivent les payer. Donc ça, c'est un point qu'on va revoir aussi. Alors, parce qu'ils identifient les personnes, et donc permettent de prendre en compte les situations particulières de chacune d'entre elles, hein, que ce soit bien sûr les revenus, mais aussi par exemple pour les impôts pour les particuliers, les charges de famille, ou pour les entreprises, les charges de l'entreprise, voire dans certains cas les déficits d'exploitation en matière d'impôts sur les sociétés. Pardon. Donc parce qu'ils identifient les personnes, ces impôts sur les revenus en général sont complexes et coûteux à percevoir.
Mais ils sont considérés comme relativement justes et non discriminatoires et font l'objet d'une littérature très très importante, hein, dans les textes officiels en particulier. On reverra ça avec le Code général des impôts que j'ai évoqué à l'instant. Deuxième type d'impôt, les impôts sur les échanges ou les impôts sur la dépense. Alors là, c'est une technique fiscale plus ancienne, puisqu'on va voir que l'impôt sur le revenu est très récent en France. Il a un peu plus d'une centaine d'années. Il a été institué en 1917. Alors que les impôts sur les échanges et la dépense ont eu une forme bien antérieure à l'impôt sur le revenu. Alors c'est une technique fiscale qui consiste à imposer les dépenses. Au fond, on va imposer dans ce cas-là, si on peut prendre une petite comparaison, je dirais physico-financière, on va imposer les flux d'argent qui sortent de chez les contribuables, on verra le terme contribuable, et non les revenus ou les flux d'argent qui rentrent chez les contribuables. Dans le cas des impôts sur les échanges ou sur la dépense, l'acheteur d'un bien ou d'un service se trouve obligé de payer au trésor public, un impôt qui va être la plupart du temps proportionnel à la valeur ou quelquefois à la quantité de ce qu'il achète. Sachant que cet impôt est collecté dans ce cas-là par un vendeur qui le reverse à l'État. C'est un tiers collecteur. La taxe sur la valeur ajoutée qu'on évoquait il y a quelques minutes, la TVA, donc, est un impôt sur la dépense et elle est proportionnelle à la valeur des biens achetés. C'est d'ailleurs le plus gros impôt en France, avec, je crois, pas la mémoire des chiffres, mais on reverra ça, mais entre 130 et 140 milliards d'euros par an, selon les années, sur un budget qui est de l'ordre... alors on ne peut plus maintenant parler du budget depuis la crise parce qu'il a explosé, mais on est entre de 300 milliards de recettes et 400 milliards de dépenses. Bon an, mal an, et surtout mal an en ce moment. Alors, comme on l'a déjà évoqué, certains impôts sur la dépense peuvent être aussi calculés par rapport à des quantités de produits achetés et non pas par rapport à des valeurs. Ce qui est là est une forme très ancienne d'imposition. C'est le cas par exemple pour ce qu'on appelle maintenant les énergies fossiles, hein. Donc les carburants, on appelait ça jusqu'à récemment la taxe intérieure sur les produits pétroliers. Maintenant, c'est une taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques, plus largement. Les alcools aussi, on paye des impôts sur les alcools, non pas en fonction de la valeur de l'alcool, la valeur financière de l'alcool, mais en fonction de la quantité, à l'hectolitre par exemple. Les tabacs manufacturés aussi sont imposés comme ça. Donc vous voyez, c'est des choses qui sont un tout petit peu particulières, et d'ailleurs, les impôts ne sont pas perçus par le fisc normal, mais sont perçus par une administration qu'on connaît par ailleurs, hein, qui est l'administration des douanes. Hein, c'est un détail. Alors on appelle ce type d'impôt des droits d'assises. A-C-C-I-S-E-S. Hein, c'est un terme de vieux français qui a d'ailleurs été repris en anglais, hein, puisqu'on parle d'excise duty, donc des droits d'assises. Les impôts sur la dépense, à l'exemple de la TVA et de ces droits un peu marginaux, échappent à la personnalisation qu'on a évoquée pour l'impôt sur les revenus. Le consommateur final, sur qui va peser hein, vraiment l'impôt, qui, on va le voir, notamment pour la TVA, est répercuté à chaque stade hein, de la production et de la distribution. Le consommateur final n'est pas identifié nominativement. Et surtout, il doit payer ces types d'impôts, quelle que soit sa situation personnelle, de revenus ou de charges de famille, ou sa situation d'entreprise. Quand vous faites le plein de votre véhicule, ou quand vous achetez de l'alcool ou du tabac, en fait, bah, vous payez le même prix que vous gagnez rien du tout, ou 1000 euros, 10 000 euros ou plus par mois. Donc ça, c'est un impôt qui est jugé, ce sont des impôts hein, sur la dépense qui sont jugés assez inégalitaires, par contre qui sont très efficaces. Donc puisqu'ils, comme je l'indiquais, ils sont efficaces en termes de rapport coût, ils sont efficients en termes de rapport entre le coût de perception et ce qu'ils rapportent, et ils sont efficaces puisque, comme je l'indiquais, ils représentent une grosse part du budget de l'État.
des recettes de l'État fiscal. Dernier type d'impôt, les impôts sur le patrimoine. Alors, on ne les étudiera pas dans ce cours, hein. Je fais un peu de, comme on dit en rhétorique, hein, de prétérition. C'est-à-dire, j'en parle pour vous dire, je ne vais pas en parler. Les impôts sur le patrimoine, eux, ils sont généralement d'origine encore plus ancienne presque que les impôts sur la dépense ou sur les échanges, tout simplement parce qu'ils sont faciles à percevoir, parce qu'ils sont assis, hein. On dit aussi qu'ils ont pour assiette, on reverra ce terme dans la première partie du cours. Et ils sont assis sur certains éléments très visibles du patrimoine, en particulier des terrains et des maisons, et qui étaient difficiles à cacher. Donc, c'est les premières formes d'imposition. Mais on ne va pas traiter de cet aspect-là, d'autant que dans le cas de la fiscalité des entreprises, la question patrimoniale est une question assez complexe, hein, qui prendrait beaucoup, beaucoup de temps. Donc, premier et deuxième point, la fiscalité est partout et elle a plein de formes.